Coucou. Bon, j'ai déjà essayé plusieurs fois de faire cette vidéo qui est pas facile à faire pour moi. Mais là, c'est bon. J'ai envie de le faire. J'ai besoin de le faire pour clôturer ça un petit peu. En fait, ça fait 3 ans que les filles voilà, ont vécu l'enlèvement, etc. par les services sociaux. Et ça fait 3 ans que je reçois des messages presque quotidiennement qui me demandent comment ça s'est passé pour nous, comment est-ce qu'on a trouvé un avocat, etc. Et qui me pose pas mal de questions sur des choses que j'ai jamais dites, puisque bah forcément, bon, j'ai été interviewée par pas mal de gens, mais en 30 minutes ou en 1 heure, t'as pas le temps de tout raconter, et je dis toujours les mêmes choses au final. Donc là, pour moi, le but, c'est vraiment de laisser l'espace à ces questions-là que je reçois souvent, et aussi parler de ce qui n'a pas été vu, de ce qui s'est fait vraiment dans le silence, beaucoup de l'après, parce qu'on pose beaucoup de questions sur l'après, comment ça a été après, etc. Une fois qu'on avait récupéré les filles. Donc je vais vous dire tout ça. Déjà, je vais commencer par, juste à partir du moment où les filles ont été enlevées par les services sociaux et qu'on n'avait pas d'infos, etc. Ce qui s'est passé, c'est que on a créé une forme de collectif un peu spontanément avec mes parents, des amis à moi, et tous les soirs, on faisait des réunions Zoom pour avoir des informations, pour chercher, pour mener une enquête en fait sur ce qui se passait et comment est-ce qu'on allait pouvoir récupérer les filles. Rapidement, au bout de plusieurs jours, j'ai des amis qui sont venus vivre chez nous. J'ai 4 amis qui sont venus, puis ensuite 2 autres, puis ensuite mes parents. Enfin, en gros, notre maison, elle s'est mise à héberger pas mal de personnes qui sont venues et qui en fait nous ont dit, bah nous, on reste avec vous et tant que vous n'avez pas récupéré les filles, on ne part pas. Et ça, c'était vraiment chouette parce que bah, on avait notre petit camp comme ça à nous où on menait un peu notre révolte de notre côté. Et en fait, ils faisaient tout. C'est-à-dire que moi, mon seul objectif, c'était de déjà réussir à tirer mon lait et à me reposer. Parce que forcément, bah, j'arrivais plus à dormir. Je mangeais plus. Je suis tombée malade. Enfin, voilà, c'était compliqué psychologiquement. Et du coup, ils sont vraiment arrivés en mode, en fait, là, Noémie, on s'occupe de tout. Et toi, tu dois juste te concentrer sur dormir, manger et pouvoir tirer ton lait pour le donner à Lou. Et ça, c'était super précieux. Du coup, beh, carrément, ils faisaient nos lessives, ils nous faisaient à manger. Il y a carrément une équipe qui s'était mise sur le groupe Instagram qu'on avait créé et ils triaient tous les messages. Tous les messages pour en fait faire le. Il y avait des gens qui nous envoyaient leur soutien, mais il y avait aussi des gens qui nous envoyaient des vrais conseils, genre tel avocat, on vous le conseille, ou nous, on a vécu telle chose, on vous conseille plutôt d'agir comme ci, comme ça et tout. Et donc, en fait, ils ont lu les milliers et les milliers de messages qu'on recevait tous les jours. Ils triaient tout et toutes les infos importantes, ils les notaient. On nous demande souvent quel avocat on a pris, comment on a fait, etc. En fait, ça a été très, très dur. Ça a été très dur de trouver un avocat, bah déjà parce que quand on a appris qu'il nous en fallait un, il nous restait plus qu'une semaine pour en trouver un, donc c'était assez court. Et en fait, comme on était fortement médiatisés, il y a beaucoup d'avocats qui ne voulaient pas prendre notre dossier à cause de ça. Parce qu'encore une fois, c'est un milieu où d'habitude, on a l'habitude voilà, qu'il y ait des affaires de justice hyper médiatisées et tout, donc ça peut surprendre. Mais en fait, en ce qui concerne les services sociaux, c'est vraiment un milieu où c'est pas du tout bien vu de médiatiser, quoi. Et la première avocate qu'on a trouvée, justement, en fait, dès qu'on l'a eue, donc elle savait que c'était médiatisé, on a donné son nom au journaliste qui voulait poser des questions pour être soulagé de ça. Et en fait, avec le flot d'appels qu'elle a reçu, ben en fait, elle s'est désistée directement. Elle nous a dit, en fait, j'avais pas mesuré, c'est trop pour moi et tout ça, je veux pas le faire. Donc au final, on a trouvé une autre avocate sur place à Rennes. Et elle, directement, elle nous a dit, moi, je ne travaille pas avec vous si vous continuez à médiatiser. Et elle nous a donné un peu des infos qu'on n'avait pas, des infos venues de l'intérieur.
donc du système judiciaire, qui était qu'en gros, bon, elle connaissait la juge qui allait nous voir et que malheureusement, cette juge, elle avait déjà des a priori sur nous. Et ils avaient déjà prévenu la sécurité pour le jour de notre audience, etc. Parce qu'en fait, ils avaient peur. Ils avaient peur qu'il y ait des mouvements de révolte. Ils avaient peur qu'on ramène du monde. Et ça les avait déjà braqués, malheureusement. Donc, en fait, elle nous dit, là, si vous voulez récupérer les filles, faut vous arrêter tout maintenant. Vous ne communiquez plus du tout sur Instagram. Vous répondez à plus aucun journaliste. Vous annulez tout. Et moi, je vous suivrai que dans ces conditions. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a écoutée. En fait, elle a eu des arguments forts qui étaient que bah, nous, c'est vrai, quand on s'est mis à se battre pour récupérer les filles, il y a eu aussi des causes qu'on s'est mis à défendre qui allaient avec ça, qui étaient le droit d'accoucher librement chez soi, le droit d'être différent, parce que bah, nous, voilà, ça touchait aussi au fait qu'on était des jeunes parents qui avaient des a priori, il y avait notre mode de vie, il y avait tout ça. Et en fait, elle nous a dit, si vous continuez à vous battre pour ces causes-là, eh ben, vous avez de grandes chances de vous faire entendre parce que vous avez vraiment réussi à avoir une grande audience, etc. Mais en ce qui concerne le fait qu'on vous réaccorde la garde de votre fille, de vos filles, vous avez très très peu de chances que ça puisse arriver. Et elle nous a dit, plus là vous allez vous taire et faire profil bas, plus vous allez mettre de chances de votre côté pour les récupérer. Donc en fait ça, bah, c'est malheureux, mais c'est quelque chose après que j'ai beaucoup beaucoup observé. C'est vrai que les mamans qui parlent sur les réseaux et qui dénoncent ce qui se passe, ça leur est vraiment reproché par la suite et c'est vraiment des trucs qu'on met contre nous. Et en même temps, c'est pas facile parce que t'as envie de te battre en portant le nom d'une cause, t'as envie de crier au nom de toutes les injustices qui arrivent, etc. Mais nous, à ce moment-là, on s'est dit, ok, on recentre où est la priorité. Et en fait, la priorité, c'était récupérer les filles. Et on était vraiment prêts à tout pour ça. Donc, on a tout arrêté à ce moment-là. Et puis, en fait, ben, pendant ces 2 semaines d'enlèvement, il y a aussi une enquête sociale sur nous. Donc, on a eu un rendez-vous chez la psychologue. Un rendez-vous qui ressemblait beaucoup plus à une garde à vue. Parce que c'était vraiment une enquête. Enfin, il te pose vraiment des questions. Enfin, ça fait pas du tout psychologie, surtout moi. Enfin, ma mère, elle est psychothérapeute, elle a fait psycho. Enfin, je baigne beaucoup dans ce milieu-là. J'ai fait beaucoup de formations dans ce milieu-là et tout ça. C'était vraiment n'importe quoi. Enfin bon, bref, passons ça. Il y a aussi une visite de chez nous. Enfin voilà, on a eu pas mal de choses. On a commencé à prendre contact vraiment avec les services sociaux. Et clairement, bah là, je me souviens quand ils sont venus visiter chez nous. Après, il y a eu un moment d'échange. Donc ces deux dames donc qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin, qui évaluaient aussi. Elles étaient là quand on avait des droits de visite avec les filles et elles notaient tout ce qu'on faisait, etc. On n'était pas en bons termes, hein. Ça c'est clair. Et en fait, je me vois au tout début, c'était nos premiers échanges commencer. Donc elle nous demande mon choix, pourquoi est-ce que j'ai accouché à la maison, etc. Et donc moi je parle déjà de mon accouchement avec Nausicaa. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai une vidéo sur ma chaîne où je raconte comment ça s'est passé. Et donc notamment le fait que j'ai eu beaucoup de pression pour être déclenchée alors que Nausicaa allait très bien. C'était juste qu'elle avait un petit peu dépassé le terme et que je voulais pas être déclenchée. Je voulais attendre le juste moment que Nausicaa choisirait pour qu'elle vienne sur Terre tout simplement. Alors qu'eux, ils voulaient me déclencher le jour même de mon dépassement de terme. Et donc je lui explique ça, je lui explique voilà, que j'ai pas été respectée dans mes choix et que j'ai eu l'impression de faire du forcing et que j'avais pas envie de revivre ça. Et là, je vois que pour elle, c'est complètement lunaire ce que je dis. Elle me dit, mais en fait, les hôpitaux ne déclenchent jamais parce que c'est le protocole. C'est toujours pour de bonnes raisons. En gros, il faut toujours dire oui quand un hôpital te dit, madame, on vous déclenche, même si l'enfant est en bonne santé, etc. En fait, les recommandations de l'hôpital,
moi je disais, ce sont des recommandations, moi j'ai envie de faire ce que je veux parce que c'est mon corps, tant que ça met pas mon enfant en danger. Et elle me disait, non mais en fait non, vous devez suivre à la lettre tout ce que dit l'hôpital en gros. Et je voyais qu'on vivait pas du tout dans le même monde. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que, bah, moi, il y a pas de souci. Enfin, elle peut vivre dans le monde qu'elle veut et suivre toutes les recommandations qu'elle veut. Je vais pas lui imposer de vivre à ma manière. Sauf que là, forcément, avec la procédure, on était dans une posture, elle était dans une posture où elle voulait m'imposer sa manière à elle de voir les choses et de vivre. Et elle n'était pas dans cette conscience-là. Je pense qu'elle se disait pas: «Oui, là, je suis plutôt dans une posture où, je vais t'imposer, ma manière de voir les choses». Elle était identifiée à ce qu'elle croyait. Ce qu'elle croyait, c'était: «Je détiens la vérité et à cette petite, jeune maman, je dois lui apprendre la vérité, quoi, de la vie». Donc j'ai très vite, laissé tomber parce que j'ai compris qu'on pourrait pas, aller très loin dans les échanges. Il y avait pas un max de recul, sur leur posture et de remise en question. Et donc en fait, j'ai fait semblant. C'est-à-dire que tout ce qu'elle me disait, je disais oui. Oui, oui, on aurait dû faire comme ça. Oui, vous avez raison, l'hôpital a toujours raison. Oui, ceci, oui, cela. J'avais pas la force en fait de me battre et surtout en fait, ça allait nous desservir parce que tout ce avec quoi j'étais pas d'accord, c'était noté en fait, en mode soit ils ne veulent pas coopérer, soit en gros ils ont des réticences à retourner sur le bon chemin quoi. Donc j'ai dit oui, oui, oui à tout. Raphaël, ça a été plus compliqué pour lui parce que il déteste. Déjà, il est pas faux du tout et il est très très intègre. Donc c'est pas quelqu'un qui sait mentir et tout. Mais en plus, quand on parle voilà de faits comme ça, objectifs, vérifiables, je me souviens que lui, il était allé chercher des chiffres. Voilà, il avait vraiment envie de rentrer dans le débat. Voilà, exactement. Raph, le débat, c'est son truc et il avait envie de débattre avec elle. Sauf que elle, en fait, elles étaient pas là pour débattre, ça les énervait. Et du coup, voilà, il y avait eu des tensions entre Raphaël et moi parce que moi, je lui disais, mais je t'en supplie juste, on se tait, on dit oui et on s'en fiche, on laisse couler pour qu'elle nous laisse tranquille. Et sauf que Raph, bah, c'est pas dans son tempérament et lui, il voulait faire entendre notre vérité. Et en fait, ben, c'est cool aussi parce que, par exemple, c'est pas avec des attitudes comme la mienne de dire oui, 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 qu'on fait changer les choses. Et en même temps, c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'avais pas l'espoir de les faire changer. J'avais l'impression que de toute façon, elles changeraient jamais et que c'était peine perdue, quoi. Bref. Donc on vit les 2 semaines comme ça. Quand on prépare l'audience, donc nous, on veut vraiment plaider pour un lever de mesures totales. Et notre avocate, elle nous fait comprendre que ça va être compliqué. En partie parce que donc pendant que les filles sont à la pouponnière, juste avant l'audience, on nous demande le carnet de santé de Nausicaa. Et là, bah, c'est complètement ma faute, hein, je prends sur moi. Le carnet de santé de Nausicaa était totalement vierge. C'est-à-dire que Nausicaa, de sa naissance jusqu'au moment de l'enlèvement, elle n'a pas fait un examen médical. Je suis désolée pour les gens qui vont me... Bon, je pense pas parce que vous êtes tous bienveillants, mais je sais que ça, il y a des gens qui peuvent avoir envie de me tomber dessus en mode mais comment tu peux faire ça, c'est hyper irresponsable et tout ça. Euh, Moi, à l'époque, ça correspondait à ce rêve un peu de m'émanciper en fait de la médecine conventionnelle. J'avais envie de tout faire naturellement. Et ouais, et en fait, comme Nausicaa, elle était en bonne santé, je ne savais pas, je n'étais pas au courant que ne pas faire le suivi médical, ça pouvait nous être reproché tant qu'elle était en bonne santé. Je me disais, bah en fait, tant qu'elle est en bonne santé, on peut pas nous reprocher en gros de pas faire ce qu'il faut puisque elle est pas malade. Voilà, c'était ça. Donc, et je le dis parce que je connais plein de parents qui font comme moi, donc je vous le dis. Si vous croyez que vous faites pas enfin que ça va de pas faire les suivis, etc. au niveau médical, parce que votre enfant va bien et que ça ne vous le sera jamais reproché, c'est votre choix et je vous dirai jamais de faire autrement. Cependant, sachez que les services sociaux, s'ils attrapent votre carnet de santé, ça passera jamais. Et là, nous, c'était aucun rendez-vous, donc c'était extrême. Mais je veux dire, même s'il y a un rendez-vous de sauter, etc., ils sont hyper rigoureux là-dessus.
Et en fait, peu importe. Ils regardent pas l'état de santé de votre enfant, ils regardent qu'est-ce qui est écrit dans le carnet de santé et ils ont besoin d'écriture et de signature. Voilà. C'est quelque chose que je sais aujourd'hui, voilà, donc forcément, aujourd'hui, on fait différemment. Donc forcément, oui, donc au moment où je leur donne le carnet de santé, je me dis: «Oui, bon, bah, ça va pas passer du tout» et en fait, ce qui se passe, c'est que juste avant l'audience, ils nous font parce que Nausicaa était pas vaccinée, du coup. Ça aussi pour moi, en fait, comme elles allaient pas en collectivité, comme Nausicaa elle allait pas en collectivité, ben, je pensais que c'était OK de pas la vacciner, d'attendre. J'avais vraiment envie d'attendre le plus possible et ben, en fait, non. Forcément, même si elle était pas en collectivité, à ce moment-là, c'est pas passé. Donc ils nous ont fait signer un papier, juste avant l'audience qui nous engageait à faire les vaccins et à faire le suivi médical de manière, rigoureuse, dès qu'on nous aurait rendu les filles, si on nous les rendait. Et en fait, c'est vraiment ce papier qui a beaucoup pesé dans la balance au moment de l'audience. Et j'ai vraiment envie de raconter comment ça s'est passé l'audience, parce que c'était vraiment lunaire. Ça a duré très très longtemps. Dès le début, la juge dit: «Vous allez récupérer vos enfants». Donc forcément, c'était un énorme soulagement, parce qu'il y avait quand même ce stress où nous, on avait tellement été désabusés qu'on savait même pas ce qu'une juge pouvait dire par rapport à nous. Et en fait, là, elle passe point par point les points qui nous sont reprochés. Ils sont soit faux, par exemple Nausicaa est en état de dénutrition, soit des interprétations, par exemple, ils vont fuir dans l'est de la France juste parce qu'on a dit qu'on allait partir en vacances. Bref. Et là, la juge, elle dit, bah alors, qu'est-ce que c'est ça Silence. Et puis là, il y a deux, trois explications bancales des services sociaux qui, en gros, disent, oui, bah ça, en fait, en gros, en fait, non, en fait, c'est pas ça. Et la juge, elle passe à autre chose. Elle dit, ah, ok. Et point suivant. Et en fait, ça, mais j'aimerais qu'on m'explique. Je peux pas comprendre. Comment est-ce qu'on peut passer sur les points, point par point, qui font qu'on nous a pris les filles et que potentiellement elles peuvent être traumatisées à vie. On se rend compte que c'est pas fondé et il n'y a pas de conséquences sur les personnes qui ont fait des trucs pas fondés. Il n'y a pas de débrief en mode ok, là on vient de faire une audience où en fait tout ça c'était pas fondé. Faudrait peut-être mettre des choses en place pour que ce soit impossible. Faudrait peut-être mettre des conséquences sur les gens qui ont fait ça. Pas du tout. Donc ça, c'était vraiment saoulant. Et puis du coup, ça s'attarde plus sur nous. Ça nous, vraiment, les quelques trucs qu'on a sur le dos, ça, là, on y va vraiment. Donc qu'est-ce qu'on a sur le dos? Le premier et le plus gros point qui a été mentionné, c'est par la juge. Et elle était vraiment énervée. Comment est-ce que vous avez osé médiatiser, remettre en cause le bien fondé de l'ordonnance de placement, alors qu'on était justement en train de dire que tous les fondements étaient faux et elle-même, elle était là-dessus. Et la cagnotte. Très énervée qu'on ait lancé une cagnotte pour avoir de l'argent pour payer notre avocate. Donc nous, on a dit ce que notre avocate nous avait dit de dire, qui était qu'en fait, ça nous avait échappé, que quand on avait vu l'ampleur, on avait décidé d'arrêter parce qu'en fait, on voulait pas que ça prenne cette ampleur-là, etc. Mais en fait, c'était pas vrai. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on juste on peut pas dire on n'était pas d'accord. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Et enfin, je comprends pas. Toujours est-il qu'on s'en est tenu à ce que nous a dit notre avocate. Et en fait, c'était que des choses qu'il a brossées dans le sens du poil, la juge. Et moi, je savais pas que c'était ça qu'il fallait faire. Moi, je croyais que quand on avait une audience avec un juge, on parlait des articles de loi, de nos droits, etc. Et en fait, peut-être, j'en sais rien, peut-être c'est le cas dans d'autres domaines de la justice, mais en tout cas, là, dans ce domaine-là de la protection de l'enfance, les articles de loi, les droits des enfants et tout, c'était pas du tout le sujet. Le sujet, c'était que brosser les services sociaux dans le sens du poil, leur faire croire qu'on est d'accord avec eux, et brosser la juge dans le sens du poil et lui dire tout ce qui lui fera plaisir. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, un juge, c'était genre,
la personnalité du juge, elle est pas, on s'en fiche, et c'est que la loi, enfin tout ça, un truc très très justice quoi. Et en fait, c'était très humain dans le sens un peu négatif du terme. Bon, donc voilà, on passe là-dessus. Et en fait, à la fin de l'audience, donc la juge, elle délibère, on attend longtemps. Et moi, je priais tout ce que je pouvais pour me dire, je voudrais que ça s'arrête maintenant. Je pourrais pas supporter d'être plus longtemps avec les services sociaux. Et en fait, quand elle revient, elle nous dit, bon voilà, euh, je vais pas vous laisser complètement, en gros. Et en même temps, je vais pas vous mettre un suivi AEMO. Donc en fait, c'est le suivi le plus léger qui existe parce que c'est des suivis qui se font sur 6 mois, un an. Et elle dit, je pense que vous méritez pas ça. Vous avez pas besoin d'un an de suivi, etc. Par contre, pour accompagner le retour à la maison, vous avez besoin, voilà, qu'on vous aide à surmonter votre traumatisme. Et donc, on vous met 4 mois de placement à domicile. Et là, bah, c'est la méga douche froide parce qu'en fait, le placement à domicile, en fait, vous voyez, il y a des hiérarchies au niveau des préconisations de placement, etc. Le suivi à EMO, c'est vraiment tout gentil, c'est une fois par mois, on voit des gens, etc. Bah, nous, l'ordonnance de placement provisoire, c'est la plus haute mesure. Et le placement à domicile, c'est juste en dessous. C'est-à-dire, c'est encore une mesure de placement. Donc, comme si, en fait, ton enfant était un peu encore en danger, alors que nous, bah, ça avait montré que c'était pas le cas. Et ça veut dire que... Et là, elle nous explique qu'en fait, les 2 dames qu'on détestait, qui nous avaient suivis tout le long, etc., pendant notre mesure, elles allaient venir chez nous toutes les semaines. 1 heure, 2 heures dans la semaine. Toutes les semaines, elles allaient venir pour nous aider, nous accompagner au retour à la maison et à la guérison et à la remise de ce qui s'est passé. Et en fait, ben, enfin, je sais pas, je pense que vous comprenez, enfin, c'est complètement... je pense que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que les services sociaux, ils ont ce truc à la fois de nous surveiller et à la fois de nous aider? En fait, tu peux pas te sentir aidé par quelqu'un qui te surveille, et si tu as des failles, il va rapporter tes failles à l'aide sociale à l'enfance, et tu risques de perdre ton enfant pour ça. En fait, ça marche pas. Quand tu es aidé vraiment par quelqu'un, déjà, tu as besoin d'avoir confiance. Nous, ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit, comme ça, vous allez pouvoir recréer le lien de confiance avec les services sociaux et avec le système. Parce qu'en gros, ils avaient peur qu'on soit en rupture avec le système. Mais en fait, tu peux pas te faire enlever tes enfants et au bout de 2 semaines, t'obliger à coopérer pendant 4 mois toutes les semaines avec les dames que tu détestes parce qu'elles n'ont pas fait un rapport objectif sur toi, à qui tu fais absolument pas confiance, et te dire, bon, bah maintenant, il va falloir faire confiance, vous allez montrer vos vulnérabilités, etc., en sachant qu'au bout de 4 mois, elles vont faire un rapport, qui aura une audience, et qu'en fonction de ce qu'elles disent, tu vas pouvoir être libre ou non, ou on va pouvoir te prendre tes enfants ou non. Je comprends pas ce qui est pas clair en fait. C'est évident que tu vas pas montrer tes failles et tes vulnérabilités à quelqu'un qui va faire un rapport sur toi au bout de 4 mois. Enfin, pour moi, il devrait séparer les deux. Être aidé avec grand plaisir, mais par des gens qu'on aime, par des gens en qui on a confiance, par des gens pour qui c'est une vraie aide. Et du coup, dire ça va vous aider, ben en fait, non, pas du tout. Et ça nous a pas du tout aidé. Ça a été un poids énorme. Ne serait-ce que le fait, chaque semaine, de devoir accueillir ces personnes-là, moi, je me mettais une pression de malade pour ranger la maison, nettoyer. Je suis pas du tout quelqu'un de maniaque. Avec deux petites filles de 2 ans et de 1 mois, les nuits que tu fais pas, enfin, tout, c'était une pression de dingue. C'était une pression de dingue. Et là, on avait une nouvelle échéance. C'est-à-dire que pendant les 2 semaines, on avait un cap, c'était dans 2 semaines, on récupère les filles. Et là, le nouveau cap, c'était dans 4 mois, il faut qu'on soit libre. Donc c'était horrible. Franchement, c'était le pire. C'était le pire parce que, bon, en fait, quand on est sorti de l'audience, on en a parlé avec nos avocates.
On a une avocate qui s'y attendait un peu parce qu'elle connaissait la juge. Je pense qu'elle était plus réaliste. Et on a une autre avocate qui était très choquée de ça. Et les deux nous ont dit, on pense que c'est une demande du procureur. Parce que, en fait, c'était leur interprétation. Elle disait, ça a été tellement médiatisé que si vous, en gros, si vous passez de la plus haute mesure de placement à rien, c'est un aveu. C'est un aveu qu'ils ont fait n'importe quoi. Sauf que vous avez tellement médiatisé que vous allez en parler et ils vont prendre hyper cher. Et donc, nous mettre une mesure de placement à domicile, c'était aussi s'assurer qu'on continue à ne pas communiquer sur nos réseaux, ne pas dire ce qui s'était réellement passé et ne pas, en gros, enfoncer le couteau dans la plaie, quoi. C'était une manière aussi de se protéger. Donc, elle nous disait que pour elle, c'était ça. Toujours est-il que, c'est vrai que ça a très bien marché parce que pendant 4 mois, on n'a rien dit du tout. Parce que tu peux pas accueillir des gens chez toi et ensuite critiquer ce qu'ils font via les réseaux puisqu'ils le voient et ça va être marqué quelque part. Je sais qu'il y a des mamans qui font ça, hein. J'en suis sur les réseaux qui critiquent et qui sont très courageuses. Et du coup, je les trouve très courageuses, mais je vois aussi qu'en fait, elles récupèrent pas leurs enfants. Donc, c'est... Voilà, y a rien à dire, de toute façon, c'est des situations qui sont terribles. Et je leur apporte beaucoup de soutien. Nous, on était focalisés sur là, en fait, faut qu'on sorte de ce truc des services sociaux, sinon moi je vais mourir, clairement. Et ce que je, ce que je, ce qui nous a sauvés les 2 premiers mois, et c'est quand même long, c'est que ma famille et mes amis, ils se sont relayés pendant tout l'été. C'est-à-dire que le mois de juillet et août, je n'ai jamais été toute seule à la maison. Raphaël, il travaillait, parce qu'il venait juste d'avoir son travail, donc il pouvait pas se permettre de s'arrêter, etc. Mais chaque semaine, tout le temps, tous les jours, et en fait, j'avais soit des amis, soit notre famille qui venaient, qui sont venus, qui se sont relayés. Et en fait, ça m'a vraiment sauvée. Psychologiquement, c'était... Ça me m'émeut quand j'y repense parce que sans ça, je pense surtout aux mamans qui vivent pas ça en fait. Les mamans qui se font prendre leur enfant, qui vivent ça seules, dans l'ombre. Personne n'est là pour faire village en fait autour d'elles. Et l'après, parce que l'après, il est tout aussi dur. Je sais pas comment elles font. Moi, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Donc en fait, c'est super parce que ça amène beaucoup de légèreté. Ça fait comme si on était en vacances et du coup, ça, ça amoindrit les suites des traumas, etc. Surtout que Nausicaa, on la récupère vraiment dans un état très très critique. Elle était propre avant d'être en pouponnière, on la récupère, se fait tout le temps pipi dessus. Dès qu'un adulte la regarde dans les yeux, elle pète un câble, elle pleure, enfin, elle pète un câble dès qu'on la met dans la voiture, elle veut pas qu'on l'attache sur le siège auto. Et il faut qu'elle dorme collée à nous. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément. Elle est plus du tout elle-même. C'est super dur de la voir comme ça. Lou, c'est un bébé, donc c'est difficile de voir des symptômes. Et donc, à ce moment-là, forcément, moi, il n'y a pas la place pour moi décompresser. Donc, on se concentre surtout sur les filles et les services sociaux. Et ensuite, au moment de la rentrée, là, ça commence vraiment à être dur pour moi. En fait, il y a une accumulation de tout. Il y a ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer, la pression, plus le fait que tu dors pas, le fait que tu as un bébé de 4 mois, plus Nausicaa, être dans la même maison où les filles ont été enlevées, enfin, c'est le cauchemar à tous les niveaux, hein, franchement. Puis en plus, quand t'es fatigué, franchement, ton couple, c'est pas non plus le top, etc. Donc c'est compliqué partout. On continue quand même à être super bien soutenus. Nous sommes mon père qui me disait, il faut que tu fasses super attention à toi. Parce qu'en fait, il disait, il va y avoir ce moment où toi aussi tu vas lâcher, toi aussi tu vas décompresser parce que tu peux pas tenir à l'infini comme ça, à tout porter. Parce que c'est ce qui se passait parce qu'au final, en fait,
chaque semaine, les visites qu'il y avait, bah, la plupart du temps, c'était qu'avec moi parce que Raph, il travaillait. Et en fait, les services sociaux pouvaient pas venir à des horaires où Raph était là. Et c'était nul. C'était, est-ce que Lou dort bien la nuit? Bah, moi, que ce soit le cas ou non, j'allais leur dire oui. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, on va très bien. Est-ce que, en fait, toutes les questions qu'elle me posait, je leur disais pas la vérité. Je comptais pas leur dire la vérité, en fait. Enfin, j'allais pas leur dire ça va très mal, j'ai qu'une envie, c'est de mourir parce que c'est horrible ce qui nous est arrivé, j'ai l'impression que je pourrais jamais m'en remettre. Enfin, j'étais dans une situation où être sincère, c'était trop risqué. Et donc, je mentais pour protéger notre famille, pour qu'on s'en sorte, en fait, pour que ça s'arrête, cette mesure. Donc, totalement inutile, cette mesure, franchement. Et donc, elle notait, voilà, je faisais croire que pour moi, c'est bon, le lien avec les services sociaux était reconstruit. Elles étaient satisfaites de ce qu'elles notaient. Les quelques fois où il y avait des rendez-vous avec Raphaël, là, ça se passait moins bien parce que Raphaël, lui, il faisait pas comme moi et il leur montrait qu'il n'était pas d'accord, etc. Et au final, bah, c'est ce qui est ressorti dans le compte-rendu. Puisqu'au bout de 4 mois, le compte-rendu, c'était Madame, en gros, a bien progressé, à recréer du lien, de confiance avec le système, etc. Et cependant, nous observons chez monsieur encore une méfiance et tout. Comme si là, le sujet, c'était, voilà, peut-être qu'on devrait les suivre encore un peu parce que monsieur a encore de la méfiance envers les services sociaux. Bref, toujours est-il que... euh, mais ça, c'est pareil, on avait aussi pendant les 4 mois des rendez-vous chez une psy. Et en fait, c'était bizarre parce que c'était une psy du CEDAS. Donc en fait, c'était censé nous aider, là, la fameuse aide là pour aller mieux. Sauf que tout ce qu'on lui disait, on savait qu'elle le rapportait aux services sociaux. Donc pareil, bah en fait, on passait 1 heure à faire semblant d'aller chez le psy et de dire ce qu'on pensait, alors que c'était pas le cas, puisque on n'allait pas être sincère, puisqu'on savait qu'il allait y avoir un compte rendu derrière. Puis après, bah il y avait toutes les remarques forcément sur nos vies. Hein. C'était Nausicaa, elle a 2 ans, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas déjà scolarisée à l'école et puis pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée à la crèche? Il faut les sociabiliser. Tout ce, toutes les phrases tellement clichés de, tu sais, dès que tu sors un peu de la case et que tu vis ta vie librement et que tu suis le développement de ton enfant de manière moins conventionnelle, toutes les cases, voilà, bizarres, tu as le droit, quoi. C'est ce truc notamment là de sociabilité, comme si l'enfant s'il va pas à la crèche, ça y est, ça va pas être un être sociable. C'est fou, enfin, ils nous ont mis une pression là-dessus qui n'avait aucun sens. On a dû prouver les activités qu'on faisait à l'extérieur, etc. parce qu'ils voulaient être sûrs qu'on soit inséré et dans une vie sociale, quoi. Enfin, plein de choses comme ça. Bref, de toute façon, ils nous ont pas vus tels qu'on est. Je pense qu'ils se sont pas intéressés à qui on était réellement. Je... Ils vivent dans... Voilà, on vit pas dans la même réalité de toute façon. Ce qui est dommage, c'est que, voilà, en tout cas, ces 2 personnes-là, parce que je sais qu'il y a des services sociaux, des personnes qui font vraiment bien leur travail. Mais en tout cas, ces 2 personnes-là, c'était pas fou. Donc au bout des 4 mois, ben, on repasse devant le juge qui est un autre juge. Donc c'est un juge qui n'a pas vu le début de notre dossier. Donc ça, pareil, c'était saoulant parce que forcément, il sait pas. On voit que voilà, il a pas toutes les infos. Il se trompe du prénom des filles, il se trompe de leur date de naissance. Enfin, vraiment, le truc, tu te dis, mais au secours. Et donc là, on replaide, ben, laissez-nous, enfin voilà, plus de suivi. Et en fait, il décide de nous mettre, je crois que c'était 8 mois de suivi AEMO. Donc, qu'est-ce que c'est 8 mois de suivi AEMO? C'est des personnes qui viennent, en gros, une fois par mois, tu as un rendez-vous, soit avec eux, soit eux viennent à la maison. Et puis voilà, tu discutes, ils voient les filles.
Et donc toujours dans le but de nous réaccompagner dans notre retour par rapport au trauma familial, etc. Et aussi pour continuer à surveiller le suivi médical. Donc parce que pendant les 4 mois, on avait fait tout ce qu'il fallait. Mais ils avaient peur que après ces 4 mois, s'ils nous laissaient, on arrête de faire les vaccins, etc. Et donc ils voulaient encore pouvoir vérifier en gros le suivi médical des filles. Donc ça, quand ça nous est tombé dessus, ça a été super dur. Parce qu'en gros, ça voulait dire on en a jusque pour 1 an en tout. La suivi du placement à domicile plus le suivi AMO. Ça fait 1 an de suivi par les services sociaux. Moi, ça me semblait insurmontable. Et en fait, notre avocate, elle nous a dit, en fait, il faudrait qu'on fasse appel du jugement. Mais ça n'avait pas de sens parce que, en gros, je vous explique. Quand on fait appel, ça prend 6 mois, en gros. Et nous, le moment où, en gros, notre mesure allait s'arrêter, parce qu'il y a un délai où ça se met en place, bref. En gros, ça allait faire un peu pareil. C'est-à-dire que notre suivi, si on l'acceptait, il allait s'arrêter un peu au moment où nous, si on faisait appel maintenant, on allait avoir l'audience pour faire appel. Donc, il n'y avait pas d'intérêt, puisque ça voulait dire prendre le risque de tout remettre en jeu à une date où, si on acceptait, le suivi serait potentiellement fini pour nous. Parce qu'il nous dit, en gros, vous avez 8 mois de suivi, et après, on n'a pas besoin de refaire une audience. Ça s'arrête tout seul, si ça se passe bien. Donc, on décide d'accepter ça. Et là, enfin, il nous change, donc les 2 dames avec qui on était, et on se retrouve avec 2 autres personnes, un homme et une femme, donc des travailleurs sociaux, mais qui sont vraiment géniaux, qui sont vraiment super. Au début, je pensais que ça allait être un cauchemar, et en fait, du coup, quand on a appris à les connaître, on s'est rendu compte que ça allait le faire, parce que juste c'était des êtres humains normaux, quoi, donc ils comprenaient notre situation, ils avaient déjà conscience que c'était abusif ce qui s'était passé. Ils venaient, mais ils étaient en mode, mais pourquoi on est là, enfin, ça n'a aucun intérêt, etc. Donc on passait vraiment des bons moments. Moi, ça m'a vraiment aidé à reconstruire la confiance dans les services sociaux, dans le fait de me dire, ah, donc il y a quand même des gens bien. Ça peut quand même se passer de manière respectueuse et authentique. Et du coup, je pouvais être sincère avec eux, même si je gardais de la méfiance. Franchement, ils étaient tellement gentils que voilà, j'ai réussi un peu à ouvrir mon cœur, on va dire. Et, et en fait, même leur attitude, on voyait qu'avec les filles, ils avaient une vraie attitude. Enfin, ils les voyaient comme des enfants, alors que j'avais l'impression que les dames d'avant, elles les voyaient comme des potentiels problèmes, quoi. Enfin, ça n'avait rien à voir. Et donc, au fur et à mesure des visites, moi, je commence à parler des incompréhensions que j'ai, de la rancœur que j'ai par rapport à comment est-ce que ça s'est passé, de tout ce qui a été mal fait dans la procédure, de à quel point c'est pas juste et tout ça. Et donc, ils nous disent, ça, vous devriez pas le garder pour vous, vous devriez en parler au juge. Et donc, peu à peu, ils nous proposent d'écrire une lettre, un courrier au juge pour dire ce qui nous convient pas. Et pouvoir, en fait, même si ça devait se finir sans audience, faire une audience et justement en parler au juge à cette audience-là. Nous, au début, ça nous fait super peur parce qu'on n'a pas du tout envie de refaire une audience. C'est pas du tout agréable, les audiences. On a peur que ce soit risqué, que le juge apprécie pas, qu'on parle de tout ce qui nous a pas convenu, etc. Au final, on leur fait confiance, on décide de le faire. Donc, au bout des fameux 8 mois ou 6 mois, je sais plus, on a une audience. Et je me souviens parce que, voilà, il nous fait la conclusion en mode, voilà, c'est bien, on va arrêter la mesure, etc. Et il dit, vous avez autre chose à dire? Nous, on devait donner notre lettre et dire. Et moi, j'osais pas, du coup, j'ai dit non. Raph, il dit rien non plus, gros silence. Et le juge, il savait qu'on devait lui donner cette lettre. Et donc là, c'est le monsieur des services sociaux qui était cool, qui a dit, voilà, ils ont envie de parler de ça, etc. Point par point.
Donc on parle de ce qui s'est passé. Moi, ça me fait du bien parce que le juge, voilà, il dit qu'effectivement, il y a eu des défauts de procédure, que c'est pas normal, que ceci, que cela. Il s'étend pas non plus des masses, hein. Il est pas en mode choqué, révolté, mais très, là pour le coup, très juge justice. Il dit oui, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, nanana, etc. Et en fait, le but de ça aussi, c'était que à chaque fois quand tu passes une audience, il y a le greffier qui écrit tout ce qui se dit, et donc après tu reçois un compte rendu écrit des audiences. D'ailleurs, nous, jusqu'à maintenant, les comptes rendus écrits, c'était vraiment des torchons. Il y avait vraiment des fautes graves dedans, des trucs mis. C'était pas ça qui s'était dit, etc. Enfin, on était assez insatisfaits des fautes, soit des fautes factuelles, soit des trucs. On trouvait que ça collait pas, en gros, que c'était pas objectif par rapport à vraiment, si on parle de faits, de comment ça se passe, les audiences, etc. Et nous, notre but, voilà, c'était à la fin recevoir le compte rendu de l'audience où on voit que c'est marqué. Voilà, on a parlé, le juge dit que ça va pas, ce qui s'est passé. Et en fait, grosse désillusion. Au moment où on reçoit le compte-rendu de la dernière audience, on voit que c'est marqué en gros, à la fin de l'audience, les parents prennent le temps de mentionner ce avec quoi ils sont pas en accord, en gros. Et tout le moment où le juge il dit, en gros, il valide et il va dans notre sens en disant oui, c'était pas juste, c'est pas marqué. Et alors quand j'ai lu ça, j'étais dépitée. Et voilà, on s'est dit bon voilà quoi. Enfin c'est nulle part ils vont laisser transparaître qu'en fait ce qui s'est passé c'était pas ok et c'était grave quoi. La question que je reçois tout le temps, c'est pourquoi est-ce que vous avez pas attaqué en justice, par exemple, le pédiatre qui a dit que Nausicaa était en état de dénutrition alors que c'était pas vrai, qu'il n'avait pas le droit de poser un diagnostic sans l'avoir examiné. Pourquoi est-ce que vous attaquez pas la dame qui a fait le signalement préoccupant, etc. On aurait pu attaquer aussi le procureur parce que il a signé une OPP, c'est-à-dire des arguments qui disaient des choses qui étaient fausses. Et il n'a pas vérifié que c'était vrai. On aurait pu aussi attaquer la dame qui m'a dit que je pourrais voir mes filles tous les jours, 1 heure par jour, alors que c'était pas vrai, qui m'a empêché de donner mon lait, qui nous a empêché d'appeler les filles pour avoir des nouvelles. Enfin bref. Vraiment, je pense que sur la liste des gens qu'on aurait pu attaquer, il y en avait plein. Faut savoir que nous, pendant l'enlèvement des filles, on s'est renseigné. C'est-à-dire qu'en parallèle, on a parlé à des avocats qui sont spécialistes dans on attaque les services sociaux après coup pour ce qu'ils ont fait, pour leur dire voilà ce qui est en train de se passer. Parce que notre but, c'était, on s'est dit, on va récolter des preuves, là, tout de suite, maintenant, pour avoir des choses fortes pour ensuite les attaquer. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était faisable, mais que ça allait prendre des années et des années. Notamment, je me souviens d'une maman qui, en fait, avait son enfant, il a fait une fausse route et il est décédé. Et les services sociaux en gros, ils ont dit que c'était de sa faute, qu'elle avait essayé de l'étouffer, etc. Enfin, ça a été très très grave. Elle a été accusée d'avoir tué son fils alors qu'elle était en plein deuil. Après, elle s'est retournée contre eux en justice et en fait, ça a pris 7 ans. Et au bout de 7 ans de procédure, elle a eu la reconnaissance qu'elle était innocente. Mais ça lui a coûté un bras et surtout, les dédommagements, c'était de l'argent. Donc en fait, ça te ramène pas ton enfant, ça te ramène pas. Enfin voilà, et ça veut dire 7 ans de ta vie, tu te bats là-dedans. Et du coup, nous, en fait, on avait vraiment envie de passer à autre chose. Ça faisait déjà 1 an de trop où on était sous suivi, où juste on voulait respirer et arrêter de baigner dedans tous les jours t'y penses, tous les matins, tout ça, enfin c'est super dur. Et on savait que attaquer en justice, ça n'allait pas nous apporter la paix. Moi je savais que j'avais pas besoin de reconnaissance extérieure quand on était victime, d'autant plus que, en plus on l'avait eu cette reconnaissance puisque tous les médias ont été avec nous, les gens à Vitré, ils nous reconnaissaient, ils nous arrêtaient tout le temps en nous disant on vous soutient et tout, nanana. Donc en fait on l'avait cette reconnaissance. J'avais pas envie de mener des années et des années de combat dans une justice de toute façon dans laquelle je crois pas. Voilà.
Et surtout, en fait, la seule chose que j'aurais voulu faire, et ça, c'est pas pour moi que je l'aurais fait, c'est pour potentiellement d'autres, c'est le pédiatre qui a dit que Nausicaa était en état de dénutrition. Parce qu'en fait, je me suis dit, ce monsieur, il avait quelque chose de très grave qu'il n'avait pas le droit de faire. Il l'a fait avec nous, ok, mais il peut le refaire à tout moment. Et je voulais pas qu'il ait ce sentiment d'impunité. Et en fait, quand on a commencé à voir ce qu'on pouvait faire contre lui, ben, notre avocat il nous a expliqué que le problème, c'était que, comme cette information-là, il l'a donnée au téléphone, aux services sociaux, il y avait un problème de ils peuvent se renvoyer la balle. C'est-à-dire que il peut dire que c'est les services sociaux qui ont interprété, les services sociaux peuvent dire que c'est lui qui leur a dit, mais on n'a pas de preuve écrite. Donc, en fait, on n'avait pas trop de moyens de le tenir. Du coup, ben, bien qu'on a quand même essayé beaucoup, beaucoup de le revoir, de le retrouver, d'être en contact avec lui pour comprendre pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Et on n'a jamais réussi. On a contacté l'hôpital à Vitré, et en fait, on n'a jamais réussi à avoir son contact pour pouvoir s'expliquer avec lui. Et moi, une fois, j'étais même allée à l'hôpital en voulant le croiser pour juste comprendre en fait. Mais on n'a pas pu. Donc j'ai dû, voilà, ça a été le plus dur pour moi de pas comprendre ça. Surtout qu'avec moi, il avait été hyper gentil ou hypocrite. Mais ouais, ça a été difficile pour moi de me dire, ok, t'auras pas d'explication là-dessus et c'est tout, tu vas devoir te débrouiller sans ça. Euh, donc pendant la première année, après le placement, Nausicaa, voilà, elle a eu une grande, grande. Après les 2 mois de l'été, je trouve qu'elle allait beaucoup mieux. Franchement, elle s'est remise très, très, très vite. On a vraiment vu, elle était dans un état très, très dégradé, très, très insécure. Et elle a retrouvé, voilà, pour ceux qui la connaissent, son naturel très extraverti, très, très sociable, très sécure, très, très autonome, tout ça. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Raphaël, ça allait. Il avait plus de la colère et voilà, des trucs d'injustice à ce niveau-là. Et moi, en fait, bah, ça allait pas. Ça allait pas parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de phénomènes de reviviscence. Par exemple, tous les jours, quand je prenais Lou pour lui donner la tétée avant de la coucher, j'étais dans le noir comme ça, et en fait, dès qu'elle tétait, je revoyais le moment où les gendarmes arrivent devant chez nous. Je revivais dans mon corps le moment de l'enlèvement, avec beaucoup d'émotions. J'avais des sueurs froides, ou alors j'avais des larmes, ou je transpirais, j'avais le sang glacé, j'avais le cœur qui battait. Enfin, c'était horrible. Je connaissais pas ça, les phénomènes de reviviscence, mais c'est fou. Tu revis le truc à l'infini, tu te refais la scène. Et c'est pas tu te refais la scène dans ta tête, c'est tu te refais la scène dans ton corps. Et même si t'as envie que ça s'arrête, je voulais arrêter de revivre ça. Ça te prend et tu le revis quand même et tout. Et c'était dur. Donc j'ai fait de l'EMDR parce qu'on me l'avait conseillé. Ça n'a rien fait. Voilà. J'ai pas vu d'évolution. Donc au bout de plusieurs séances, pas mal de séances, hein, j'ai quand même essayé de persévérer. J'ai arrêté. Après, je suis allée voir un psy à Rennes, enfin un psychothérapeute, parce que j'avais déjà fait plusieurs essais de psy que je trouvais catastrophiques. Et là, c'était quelqu'un qu'on m'avait conseillé et tout. Et puis en fait, je crois que je lui ai fait peur au gars. Je lui ai fait part de mes idées les plus sombres et puis en fait, il m'a juste dit de rentrer chez moi et de me reposer. Enfin bref, c'était pas du tout, ça n'allait pas du tout. J'ai essayé pas mal de trucs, hein. On a fait aussi de la micro-kiné avec les filles. Lou, on l'a emmené chez un kinésiologue. Je suis aussi allée voir une psy spécialiste des troubles de l'attachement et de la séparation, des traumas de séparation avec Lou. Ça, c'était bien. Et en fait, pendant plein de séances, elle a reformulé toute l'histoire de Lou, avec Lou, etc. Ça m'a fait du bien. Mais globalement, voilà, il y a vraiment rien eu de... Il y a rien qui me soulageait. Rien du tout. Et au final, bah moi, mon contre-coup, il est arrivé au bout d'1 an. Et il a été terrible. Pourtant, je m'y attendais, hein, je m'étais préparée. Je m'étais dit, attention, bah, au moment de la fin du suivi,
Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça au bout d'un an que je m'étais dit attention, c'est peut-être le moment où tu vas décompresser et tout. Je surveillais ce moment-là parce qu'en fait, moi j'étais encore sous tension pendant ces un an, j'avais pas pu décompresser. Fallait gérer de front les services sociaux et le fait d'être toute seule avec les filles et d'essayer de survivre. Et juste le fait d'avoir un petit nourrisson, c'est juste épuisant. Et puis tu dors pas la nuit. Et il y avait tout, quoi. Et donc, en fait, ben, au mois de juin de l'année suivante, donc 2023, la mesure s'arrête et je ressens pas du tout de sentiment de libération. C'est pas genre le fardeau qui s'enlève comme je l'imaginais, la joie de youhou, ça y est, on va pouvoir vivre notre vie et tout. Et en fait, je ressens pas ça parce que j'ai encore peur. Dès que je sors dehors, j'ai super peur. J'ai peur que les gens ils nous signalent. J'ai peur qu'ils trouvent que les filles elles aient un comportement bizarre. Dès qu'il y a une voiture qui s'arrête devant chez nous, mais ça c'est l'enfer, ça me le fait encore. Ça me fait un coup au cœur comme ça. J'ai super peur parce que je me dis est-ce que c'est les services sociaux qui viennent? Est-ce que en fait voilà, j'ai tout le temps peur. Je suis tout le temps stressée. Comme je dors pas, ça aide pas. Donc en fait, je suis une sorte de. Des fois, je suis un peu un monstre hystérique, plein de traumas qui va juste très mal. Et donc c'est à ce moment-là que bah, on décide de déménager, de trouver une maison, puisque de toute façon il faut qu'on trouve une école alternative pour Nausicaa. Et donc déjà la perspective de déménager, je me dis ok, j'espère que ça va aller mieux, mais bon, niveau peur, je suis quand même à 9 sur 10 quoi, dans mon quotidien, j'ai quand même très peur de tout. Dès que les filles sont malades, j'ai super peur. J'arrive pas à les emmener chez le médecin, c'est Raphaël qui les emmène parce que en fait j'ai peur qu'ils disent c'est de votre faute si elle est malade, c'est inquiétant, on va vous signaler, enfin j'ai peur de tout, comme on a une alimentation particulière. Et j'ai peur que Rafi dise qu'on a une alimentation particulière parce que j'ai peur qu'ils se disent que c'est pas bien. Enfin, je suis vraiment à ce moment-là dans un état, même si ça fait un an, bah, au final, c'est compliqué pour moi. Et en fait, j'ai besoin de relais. À ce moment-là, j'aurais besoin de, par exemple, de faire garder les filles pour prendre du temps pour moi, pour arrêter d'être tout le temps avec elles. Il y a un peu un truc de burn-out parental, enfin voilà. Parce que je suis H24 avec. Et elles me confrontent à mes peurs puisqu'elles sont le stimulus de ça, parce que j'ai peur de les perdre. Et en même temps, j'ai peur que leur comportement fasse que je les perde. Enfin, c'est hyper compliqué. Sauf que j'arrive pas à les faire garder. En tout cas, à Vitré, parce que bah, nos parents, ils sont très loin, donc ça, c'est. On a pu leur amener de temps en temps et elles nous les ont gardés. C'était super chouette, les parents de Raph aussi. Mais ça reste très très rare puisqu'on est à 7 heures de route globalement. Et donc, j'ai pas de relais sur place. Et je pourrais prendre une babysitter, trouver une assistante maternelle. Mais pour moi, c'est dans ma tête, c'est impossible. C'est impossible. Parce que je me dis, elles vont. Déjà, elles vont être reconnues, parce qu'on est reconnu beaucoup à Vitré. Et même si on n'a que des réactions trop gentilles et adorables, ben. Ça me fait. Je sais pas, ça me ramène tout le temps à ça. C'est après, quand les gens ils te regardent avec insistance, tu te dis, ok, est-ce qu'ils me regardent à cause de ça ou quoi? Enfin, voilà. Et puis je sais pas, dans ma tête, je suis complètement parano. Je me dis si elles vont chez quelqu'un, forcément ils vont faire un signalement, forcément ils vont trouver qu'elles sont. J'ai peur qu'ils les trouvent trop fines, trop petits gabarits, trop maigres, enfin bref. Donc clairement, je suis coincée dans cette situation où j'ai besoin de prendre l'air et j'y arrive pas. Raph, il me soutient énormément, donc il est crevé aussi. Enfin, c'est compliqué. Et là où vraiment ça craque pour moi, c'est je décide de partir donc dans un truc où j'ai l'habitude d'aller en vacances dans un écolieu près de chez nous avec une amie à moi et ses enfants. C'est censé être un truc entre filles cool et tout. En fait, ça se passe pas comme ça. Finalement, elle vient avec une autre personne, bref. Il y a une atmosphère tendue, ça marche pas. Et moi, pendant cette semaine, j'ai un truc physique de mon corps, il est KO. C'est-à-dire que normalement, tu vois, je suis censée faire garder les filles par les gens sur place du festival. C'est trop bien, il y a des super activités. Et comme ça, moi, je peux faire d'autres super activités pour les adultes,
Il y a du yoga, il y a du tantra, il y a plein de trucs chouettes. Et en fait, je suis incapable de faire la plupart des trucs. C'est-à-dire que je dépose les filles, je vais à l'activité, et je me sens pas. J'ai l'impression que je vais m'endormir de fatigue. Donc je vais prendre Lou qui est aux activités et je m'endors. Dans la chambre, ou alors je m'endors toute seule quand c'est pas l'heure de la sieste pour Lou, enfin bref. Je passe mes journées à être crevée ou à dormir et je me ressasse j'ai les scènes tout le temps dans ma tête et tout, enfin je suis vraiment. Et en fait en combo de ça, je suis avec donc que je considérais comme ma meilleure amie à l'époque. Et en fait ça se passe super mal. J'arrive pas à lui dire que je suis au bout de ma vie, que je lutte pour clairement ne pas me suicider quoi. Et en fait, à ce moment-là, un truc qui se casse quoi entre nous et qui même jusqu'à maintenant n'est pas réparé, donc comme quoi ça peut vraiment avoir un impact fort. J'ai pas les moyens d'exprimer mes besoins. Je suis dans une détresse énorme et elle-même, elle vit une situation difficile qui est centrée sur elle. Et du coup, elle voit absolument pas ça et elle est totalement centrée sur sa situation. Et moi, ça m'a complètement. Ça a cassé quelque chose, ouais. Ça a coupé quelque chose. Et en fait, je me souviens d'un. Donc à ce moment-là, je perds la relation qui compte le plus pour moi, en amitié. Enfin, je commence à la perdre. Je sais pas que je vais la perdre définitivement, mais c'est le début de la fin. Et en fait, je me souviens d'un. Ah, faut pas que je pleure en disant ça, mais je me souviens d'un cercle de parole. C'est la seule activité quasiment que j'ai réussi à faire du festival. En fait, c'est un cercle de parole entre parents, où t'es que entre parents et tu te passes le bâton de parole chacun ton tour. Voilà, il n'y a pas de rebond, il y a un bon cadre de sécurité, etc. Et tu dois dire comment tu te sens et tout ça. Et c'est bizarre parce que ça fait 2 ans, mais c'est vrai que ça me touche toujours autant d'y penser. J'ai la gorge qui se serre, j'arrive pas à parler. Et donc chaque parent parle et donc ça vient vite. Les parents viennent vite à parler de leurs difficultés, à être émus. Et moi, c'est vraiment ce moment-là où j'ai pu prendre la parole et juste pleurer, expliquer ce qui s'était passé, même si en fait la plupart des gens là-bas me connaissaient et savaient ce qui s'était passé. Dire voilà que en fait ça faisait 1 an, ça y est, on était libre, que tout était censé aller mieux et qu'en fait rien n'allait mieux et qu'en fait je voulais juste mourir et que c'était je comprenais pas pourquoi ça allait pas en fait. Tout était censé aller bien puisque on était libre et que c'était fini. Et qu'en fait, pour moi, rien n'allait. Je me sentais détruite à l'intérieur. Il n'y avait rien qui allait. Et c'était ça qui était dur, c'était de me dire pourquoi ça va pas alors que c'est censé aller. Ah, j'arrive pas à parler. Bref. Et donc, vraiment, de pouvoir dire ça à ce moment-là. Et ma meilleure amie de l'époque était pas là, donc c'était plus facile pour moi de pouvoir m'exprimer avec des gens qui n'étaient pas impliqués directement. Bref. J'arrive à poser ça et ça me fait du bien de pouvoir poser ça dans le groupe. En plus, à ce moment-là, j'ai d'autres amis qui sont dans le cercle, avec qui je suis encore amie, en l'occurrence, actuellement, et qui sont hyper soutenants, que j'adore, et d'ailleurs que je revois encore en ce moment. Il y en a que je vais peut-être revoir cet été, ça va me faire super plaisir. Bref. Voilà, c'est vraiment un moment de. Je sens, voilà, c'est le moment où je craque et où vraiment j'accepte de me dire. Parce qu'il faut être en contact aussi avec le fait que ça va pas. Et ça, c'est pas facile. J'accepte de dire, ok, en fait, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Pourtant, matériellement, ça va beaucoup mieux qu'il y a 1 an, puisqu'il y a 1 an, t'avais pas tes enfants, enfin voilà. Mais même si là, matériellement, t'as tout, et ben en fait, intérieurement, ça va pas. Et à partir de là, voilà. À partir de là, le temps a commencé à faire du bien. On a déménagé.
j'ai eu très 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 peur quand on a emménagé dans notre nouvelle maison parce que comme c'était une maison très en travaux, quand on est arrivé, il n'y avait pas de chauffage. Les salles étaient... Tout était à faire. Donc il y avait de la poussière de travaux partout. On cassait des murs. Les filles n'avaient pas encore de chambre. Enfin si, on dormait tous dans la même chambre, mais je veux dire, il n'y avait pas de beau papier peint, il n'y avait pas de... Le sol, le parquet n'est pas poncé. Enfin, c'est des petits trucs peut-être, mais... Non, enfin j'en sais rien, c'est peut-être des gros trucs, mais en fait surtout, moi en fait je me revois le matin, premier matin où je me suis réveillée, j'entends une voiture et je me dis c'est les services sociaux. Ils sont venus nous chercher, ils sont venus nous les enlever parce qu'en fait on est dans une maison en travaux et on dirait qu'il n'y a pas de sens quand je dis ça, mais en fait j'ai l'impression que dès qu'on fait un truc où c'est pas parfait pour les filles, et ben je me dis ça y est, les services sociaux ils ont dû être au courant et ils viennent nous les prendre en fait. En fait c'est clairement de la parano quoi, de la paranoïa. Et justement, je m'en souviens parce que c'est les derniers moments de parano que j'ai eu. Parce qu'à partir de là, déjà, j'ai arrêté d'avoir des phénomènes de reviviscence. J'ai arrêté d'avoir peur quand je sortais avec les filles qu'on nous fasse un signalement, ou en tout cas j'avais moins peur. Et pour moi, doucement, ça a commencé à se calmer. Ah, c'est éprouvant de raconter tout ça. Bref, donc c'est ensuite écoulé une année où Nausicaa est allée à l'école. On a rencontré les gens de l'école, on a rencontré, voilà, on s'est fait des amis, on a commencé à s'implanter près de chez nous. Et on a commencé vraiment à construire quelque chose. Donc là, on avait voilà un but, on se mettait dans les travaux. Il y avait voilà s'ancrer en fait quelque part. Et ça, du coup, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Le temps a fait son œuvre. Et je dirais que ça va vraiment bien depuis un an, depuis l'été dernier. Voilà, à partir de l'été dernier, j'ai vraiment commencé à lâcher ça en mode c'est du passé. C'est du passé et on a une nouvelle page. Voilà, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, voilà. Bon, même si là j'ai pleuré, c'est sûr, il y a des choses qui me touchent quand j'y repense, mais ça va aujourd'hui. Je me sens riche de cette expérience. J'ai pas de colère par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux services sociaux, etc. Peut-être ce que j'ai, c'est une désillusion. Peut-être qu'il y a un truc en moi qui s'est éteint, qui était déjà pas très allumé avant, qui était ce truc de confiance, de justice, de notre système tourne rond et les êtres humains vont bien. Bon bah voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce truc-là, il est un peu éteint. C'est sûr que je suis beaucoup plus méfiante qu'avant. Ça oui, ça oui. Et c'est vrai que j'ai quelquefois encore des réactions démesurées, disproportionnées. Par exemple, donc ça par contre c'est dur. Avec Raphaël, les quelques conflits qu'on a, où vraiment je me coupe de lui, c'est vraiment des... En fait, Raph, lui, il va super bien et moi, j'aime pas dire quand je vais pas bien parce que je pense au placement ou parce que j'ai des angoisses par rapport à ça. Je déteste en parler parce que de poser des mots, ça rend réel. Et tant que je le dis pas, tant que c'est à l'intérieur de moi, je me sens mal, mais je me sens pas aussi mal que si je le dis et là, hop, ça devient réel, Raphaël, il le sait et tout. Donc en fait, quand je vais pas bien, je préfère c'est pas forcément bien, mais j'ai ce réflexe de tant que je l'ai à l'intérieur de moi, c'est pas posé, donc ça se connecte moins à la réalité, ça s'ancre moins. Et du coup, par exemple, la dernière fois, j'ai dû emmener Lou chez le médecin parce que Raphaël pouvait pas le faire. Et bah, ça a été hyper dur pour moi. Et j'étais agressive envers lui, en fait.
énervée qu'il puisse pas y aller. Ou quand il revient de chez le médecin, c'est vrai que je veux savoir tout ce qu'ils se sont dit mot pour mot parce que je veux analyser. Est-ce que là, il y a des choses qu'il a pu dire qui auraient pu créer des angoisses chez le médecin? Est-ce que le médecin, il a des suspicions sur nous? Alors que, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on cache plus rien. Enfin, on n'a jamais rien caché, mais on cache rien. On est dans les règles et tout. Là, c'est sûr qu'on fait méga attention. Mais je sais pas, j'ai toujours ce truc quand il y va, j'ai peur qu'il revienne et qu'il se soit sans les filles ou qu'il revienne et peu de temps après, il y ait des gens qui viennent. Bon, ça, c'est vrai que j'ai encore ce truc-là. Ou par exemple, la dernière fois au parc, Lou, elle était épuisée parce qu'elle avait pas fait de sieste. Et elle criait beaucoup. Et je voyais une dame qui nous regardait avec beaucoup d'insistance. Parce que nous, Lou, si elle crie, voilà, on la laisse crier. On va pas lui dire chut, tais-toi. Enfin, on essaye en tout cas. Même si c'est pas toujours facile. Et, euh, et en fait, cette dame, elle nous regardait. Et bah, je pense qu'elle était en train peut-être de nous juger. Et moi, Raph, il était à l'aise avec ça. Et moi, au bout d'un moment, en fait, juste j'ai pris Lou et je suis allée me cacher dans la voiture, très loin de cette dame. Parce que, en fait, j'ai eu peur. Je me suis dit, et si elle nous signalait? Parce qu'elle trouve on est maltraitant ou je sais pas. Et on s'est disputé fort avec Raph. Parce que Raph, bah justement, en fait, je prends Lou, je suis hyper tendue, j'ai pas envie de dire que j'ai peur. Ça m'énerve parce que je vois qu'il comprend pas que là, moi, j'ai peur. Raph, il me dit, mais pourquoi tu pars? Donc moi, je m'énerve contre lui en mode, vas-y, laisse-moi tranquille et tout. Enfin, voilà, ça reste. On a quand même des moments comme ça où c'est pas hyper fluide. Parce que de mon côté, bah, je communique pas et j'ai pas envie d'en parler. Mais voilà, enfin, ça reste à la marge. Euh, et puis surtout, moi, j'ai vu passer plein d'histoires de mamans, entre-temps, qui n'ont pas eu cette aide, qui n'ont pas eu la chance qu'on a eue. Et donc, je prends aussi conscience de la chance incroyable qu'on a eue d'être soutenu médiatiquement, d'être reconnu, d'être vu dans ce qu'on a vécu. Même au niveau de notre famille, on n'a pas été seul. Enfin, voilà quoi. Et puis je pense, moi de mon côté, voilà. Alors, ça a détruit des liens, clairement. Des liens qui comptaient énormément pour moi. Mais ça a aussi resserré des liens qui n'étaient pas aussi forts avant. Et ce truc de quand tu traverses ça ensemble avec certaines personnes avec qui tu n'étais pas spécialement proche, tu t'attendais pas spécialement à ce que les gens ils soient hyper mobilisés pour toi et en fait ils viennent chez toi. Et ben forcément après t'as ce truc là en commun qui est fort quoi. Donc voilà. J'espère que c'était pas trop long. Je suis contente de pouvoir finir ça à dire une fois pour toutes comment ça s'est passé jusqu'au bout. Maintenant ça fait 3 ans. Donc s'il faut en reparler, je le ferai. Et de toute façon, je suis toujours disponible pour aider les mamans qui en ont besoin. Mais au moins maintenant, c'est une nouvelle page et un nouveau livre.